Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour notre nouveau webinaire live. Je me présente, donc je suis Stéphane Coronia, je suis en charge de la formation professionnelle au sein de l'école 3A. Avant de commencer cette conférence, je vais vous présenter les fonctionnalités de cette salle virtuelle afin que vous puissiez interagir avec l'ensemble des speakers. Sur la partie droite de votre écran, vous avez accès à un onglet chat public qui va vous permettre d'interagir et notamment de poser vos questions durant tout le long du webinaire. Afin de m'assurer que tout fonctionne de votre côté au niveau visio-audio, je vous laisse accéder au chat et répondre au sondage que je vais lancer donc directement. En cas de difficulté, je vous invite à m'écrire via le chat public. Je ferai office donc de régisseur durant ce webinaire pour vous permettre de profiter de mieux de cette conférence. Concernant ce webinaire, il va se dérouler donc en deux temps. Un premier temps donc de conférence de 50 à 60 minutes et un temps de questions-réponses de 30 minutes sur lequel nous reviendrons sur l'ensemble de vos interrogations. Alors n'hésitez pas à poser vos questions durant tout le long du webinaire via le chat public. Un grand merci du coup à Margot Marot, diplômée donc de notre école 3A et aujourd'hui collaboratrice au sein de l'organisation FlexJob, une structure spécialisée dans l'accompagnement en organisation du travail innovant. C'est donc Margot qui va animer cette conférence intitulée « Après l'urgence, comment transformer l'organisation du travail par une démarche collective ». Dans ce contexte inédit, les codes et les lignes donc, des organisations ont changé du tout au tout en quelques jours. Nous allons voir comment aujourd'hui une structure peut impulser un changement positif dans son organisation. Pour ceci, Margot nous fera part de son expérience et de son expertise avec les témoignages donc, de Nabila Haït Samadi, directrice de la communication interne et externe au sein de la France Mutualiste, et de Stéphanie Robin, directrice des ressources humaines au sein de LCA Group. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, merci à l'école 3A de nous faire intervenir sur cette problématique qui nous est chère, qui est après l'urgence finalement, comment transformer l'organisation par une démarche collective. Quel temps on va avoir ensemble? On va avoir plusieurs temps donc pour vous présenter le programme du webinaire. Je vous propose qu'on puisse remettre aussi en contexte ce qui s'est passé, où est-ce que nous en sommes actuellement. Et ensuite, on aura deux témoignages. Donc, comme le disait très bien Stéphane, un témoignage d'LCI et un témoignage de la France Mutualiste sur deux démarches collaboratives qui ont été mises en place sur le télétravail et les horaires flexibles. Et je vous proposerai un petit temps à la fin de conclusion. Peut-être en deux mots, FlexJob, qui on est. On est né sur une raison d'être il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Qui est cette conviction que la performance durable de l'entreprise de demain passe par un mode d'organisation du travail plus flexible. Qu'est-ce qu'on entend plus flexible? On entend 3 piliers. On entend l'autonomie. Voilà, moi, comment en tant que collaborateur, je peux aussi évoluer finalement dans un cadre qui m'est donné. Comment je suis responsabilisée en tant que collaborateur. Quelle initiative je peux prendre. On peut parler aussi de droit à l'essai finalement. Et également la coopération. Comment je vais finalement m'entraider, comment on va s'entraider dans l'organisation. Donc finalement, pour résumer en une phrase, notre mission, c'est de faciliter l'émergence de ces nouvelles formes d'organisation du travail. Comment on le fait? On a une casquette, on aime bien dire, de facilitateur, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup dans le questionnement auprès des structures qu'on accompagne. Pour vous redonner un peu de contexte, il y a des phénomènes aujourd'hui, donc c'est pas nouveau, hein, la crise a permis peut-être d'accentuer ça, hein, ce que nous vivons actuellement, mais il y a des phénomènes qui impactent le travail et son organisation, qu'on est en train de vivre, et en fait, on est en train de vivre une vraie révolution aujourd'hui, une vraie disruption de ce qu'on a pu connaître auparavant. Donc il y a le premier pilier qui est finalement les transformations numériques. Aujourd'hui, on sait qu'à 3 clics, on a accès à toute information. Il y a une disruption finalement de ce support de communication tel qu'on avait pu le connaître. On avait eu le premier qui était l'écriture, qui avait donné lieu par exemple à la monnaie. On a eu le deuxième qui était l'imprimerie, qui a donné lieu au savoir, à la connaissance. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un phénomène digital qui accélère aussi cet accès à l'information. Sur le deuxième pilier, on a finalement ça impulse en fait un renouveau du travail. Le travail tel qu'on le connaissait, classico-classique, tel qu'on le connaissait, pyramidal aujourd'hui, n'est plus. Les leviers de motivation sont différents et aujourd'hui, on cherche aussi une quête de sens dans son travail, un accomplissement aussi de soi-même.
Il y a un point qui est très important, qui a été aussi très accentué avec la période qu'on a vécue, c'est comment on retrouve cet équilibre aussi vie professionnelle, vie personnelle dans son quotidien. Et après, il y a un troisième pilier, moi, qui me tient particulièrement à cœur, qui est cette prise de conscience aussi écologique. Voilà, on est dans un monde où les ressources sont finies. On voit il y a eu un vrai changement de nos modes de consommation. D'ailleurs, il y avait une petite étude pendant le confinement qui est sortie et qui finalement interrogeait la population pour dire qu'est-ce que vous avez envie de voir changer. Et on voit sur ce sondage que de nombreuses personnes ont envie de voir changer le mode de consommation, ce qu'on achète finalement aujourd'hui pour des circuits plus courts, plus durables aussi dans notre quotidien. Donc, vous l'aurez compris, on est sur un modèle qui arrive à bout de souffle, de par la complexité qu'on peut avoir aujourd'hui et les attentes finalement qui sont aussi nouvelles des personnes qui arrivent aussi sur le marché aujourd'hui. Donc, on est dans un vrai changement de paradigme pour repenser aussi l'organisation de manière plus collaborative. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui émergent aussi des projets collaboratifs au sein des organisations pour impliquer les collaborateurs à leur échelle et construire une organisation ensemble. Alors peut-être pour revenir sur la période, ça me paraissait important aussi de recontextualiser dans son ensemble. Si on prend l'image d'un choc qu'on pourrait avoir en voiture, on voit que ça a été une période inédite. Voilà, on s'y attendait pas. On s'est pris un temps de surprise là où tout le monde a tenté de s'adapter comme il le pouvait à son échelle. Et finalement, on ne savait pas, lorsqu'on était dans cette zone de turbulence, j'ai envie de dire, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et certaines organisations ont commencé à mettre en place de nouvelles choses. Voilà, des premiers réflexes, des premières expérimentations à distance. Tiens, est-ce que ça marche et si on faisait ça comme ça plutôt? Et on a vu, par exemple, de nouveaux rituels se mettre en place au fur et à mesure dans l'organisation. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, comment faire en sorte que cette crise finalement soit aussi une opportunité. Comment passer cette période qui est inédite, qu'on a vécue tous ensemble, quel enseignement on a envie d'en tirer ensemble. C'est une petite étude d'Orange que j'aime bien sur cette slide, l'après-confinement, finalement, comment on va le vivre. Qui faisait part de plusieurs points, qui nous disait aujourd'hui on a besoin de souplesse, on a besoin d'autonomie dans l'organisation du travail. Le sondage faisait état, aujourd'hui j'étais peut-être à un jour de télétravail, aujourd'hui c'est vrai que 2 jours de télétravail ne serait pas trop. Je remarque que je peux m'organiser aussi à distance. Un vrai besoin de sens aussi. On a sur cette étude, il y a plus de 80% des personnes qui se sont interrogées. Mais finalement, qu'est-ce que j'apporte à l'organisation? Qu'est-ce que j'apporte à la société? Avec ce besoin de coopération et de lien, nous, on l'a entendu beaucoup au sein de nos partenaires. Oui, le télétravail, mais en fait, on se voit pas. Et comment est-ce qu'on recrée cette coopération? Comment on recrée ces liens humains, finalement, qu'on perd aussi à distance avec le digital? Donc finalement, cette étude, elle montre vraiment que ce besoin de lien, ce besoin de confiance les uns envers les autres est très fort. Et de là, moi, ça me semblait intéressant qu'on puisse ensemble se poser plusieurs questions par lesquelles Nabila et Stéphanie vont pouvoir aussi nous éclairer sur ce qu'elles ont pu mettre en place dans leur organisation. Il y a 3 questions moi, que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. La première des questions, c'est finalement comment on construit collectivement des nouvelles façons de travailler aujourd'hui. Comment on le fait ensemble, en co-construction. Comment on prend le temps d'être à l'écoute des individus et des collectifs, d'aller tirer les fils, d'aller chercher les émotions, d'oser aussi d'exprimer ces émotions-là. Et ensuite, il y a un troisième point, comment est-ce qu'on met en avant les opportunités qu'on a créées pendant cette crise-là? Comment on en tire quelque chose de bon aussi et comment on ne revient pas à la normale et on change aussi nos façons de faire avec cet événement. Voilà, c'est une petite recommandation, mais vous pouvez par exemple mener des rétrospectives au sein des équipes auxquelles vous appartenez, que ce soit en association, en ONG, que ce soit dans les entreprises, de faire des rétrospectives pour aussi aller tirer ce qui est ressorti de bon de cette crise.
et ce qu'il ne faut absolument pas conserver non plus. Ça me semblait important aussi d'avoir 2 témoignages aujourd'hui. Donc, je remercie Nabila et Stéphanie d'être parmi nous pour aussi avoir finalement un exemple de ce qui a pu se faire de manière collective, comment le collaboratif peut aider aussi à la mise en place de projets et comment les collaborateurs peuvent se saisir finalement des sujets de l'organisation. Donc, je suis ravie d'accueillir Nabila et Stéphanie. Nabila et Stéphanie, je vais vous donner la main. Je vais vous demander Nabila de présenter la France mutualiste et de te présenter aussi toi. Et puis après, dans un second temps, Stéphanie, je te demanderai la même chose pour que nos auditeurs puissent avoir un peu plus de contexte par rapport à vos structures. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Margot, merci à l'école de m'inviter pour ce webinaire. Alors, la France mutualiste, c'est l'ex-mutuelle des anciens combattants. On a 128 ans d'existence. Et depuis 3 ans, cette mutuelle vit une profonde transformation, puisqu'en fait, elle s'ouvre complètement au marché, puisque c'est une mutuelle d'épargne et d'assurance vie. Et depuis 3 ans, elle s'ouvre aussi à l'assurance qu'on appelle l'assurance auto, santé, habitation, ce qu'on appelle l'IARD. Et la chance, c'est que c'est un modèle un peu hybride puisqu'on a de l'assurance vie un peu classique avec de l'épargne, des produits d'épargne, et de l'autre côté avec un courtier digital qu'on a racheté maintenant il y a 2 ans, des produits d'assurance en ligne IARD. Et donc, en fait, on a ce modèle hybride qui réunit 480 collaborateurs, dont plus d'une centaine recrutés cette dernière année. Donc, une vraie montée en puissance, une vraie transformation de l'entreprise, une entreprise qui a changé aussi de siège social il y a 2 ans, donc qui était dans Paris et qui allait à la Défense, donc de profondes transformations RH. Et d'organisation. Aujourd'hui, la France mutualiste est une mutuelle d'assurance et d'épargne qui souhaite aller à la conquête du marché. Et donc, moi, je l'ai rejoint il y a 2 ans maintenant, hein, ça passe vite, pour notamment, dans mes premières missions, déployer le télétravail et l'intranet collaboratif, en fait, remettre un peu une dynamique à la fois de communication interne et de conduite du changement. Et donc, c'était un peu dans cette dynamique-là que j'ai rencontré FlexJob, hein, puisque au moment où je m'intéressais au déploiement du télétravail dans l'entreprise, j'ai un petit peu cherché un prestataire qui pourrait être intéressant et qui nous aiderait à développer une démarche collaborative. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec les équipes et Margot en particulier. Voilà. Merci Nabila pour ce témoignage. Stéphanie, je vais te donner la main également pour présenter Elsia aujourd'hui et te présenter également toi. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis DRH chez Elsia, qui est un éditeur de logiciels pour les professionnels de la menuiserie. On est situé au sud de Lyon, à Brignais. Elsia, on est une belle PME aujourd'hui. On a 20 ans d'existence. On est leader en France sur cette solution, donc à destination d'un marché de niche, hein, puisque on édite une solution de gestion et de configuration et de chiffrage de produits de menuiserie. On a racheté il y a 5 ans maintenant Isia, qui est notre filiale et qui se trouve dans le sud-ouest, à Tarbes. Au total, on compte 190 collaborateurs dans le groupe et on est en forte croissance sur les 2 entités. Donc moi, j'ai rejoint Elsia il y a 4 ans maintenant, sur un poste d'abord avec plutôt puisqu'on est en forte croissance depuis quelques années. On est passé, pour vous donner une idée, de 80 collaborateurs il y a 4 ans à 190 aujourd'hui.
avec une population plutôt jeune, hein. On embauche beaucoup de génération Z. Donc, on le sait, ce sont aussi des collaborateurs qui ont besoin de perspectives, qui ont besoin d'être alimentés. Et dans ce contexte-là, comme l'a très bien dit Margot, voilà, on est aussi obligé de s'adapter au nouveau mode de travail. Je dirais que à mon arrivée, il y avait encore une organisation et un management assez pyramidal. Donc l'objectif après ça se fait pas en 2 mois, mais c'était de travailler sur cette organisation. Et on a eu la chance avec mon équipe de rencontrer FlexJob au cours d'une matinale, puisque FlexJob présentait un jeu autour du télétravail, 30 jours pour télétravailler. On était assez curieux de cette solution. Alors même si pour nous, contrairement à Nabila, ce sera plutôt l'étape d'après le télétravail. On n'en est pas encore là. Nous aujourd'hui, chez nous, il est uniquement occasionnel et exceptionnel, je dirais même. Mais en fait, cette matinale nous a déjà convaincus sur le travail que mène FlexJob. Et puis, ça nous a permis voilà, d'entrer dans des discussions avec nos dirigeants aussi sur la possibilité de mettre en place des horaires flexibles, puisque on déploie une enquête chaque année de satisfaction qui s'appelle Happy at Work et dans laquelle on avait des retours assez, assez en demi-teinte autour de l'organisation quotidienne au travail et notamment autour des horaires, de l'horaire collectif qui était mis en place à l'époque. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a pris la décision de mettre en place ce projet horaire flexible. Merci Stéphanie, merci Nabila pour vos témoignages et vos présentations. La question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement quel était le sens du projet respectivement sur le télétravail et les horaires flexibles. Chez Elsia, par exemple, Stéphanie, quel était le sens, quelle était la raison d'être, j'ai envie de te demander, du projet des horaires flexibles? Clairement, notre objectif premier, je dirais, c'est, on va pas se mentir, c'est une question de confort aussi, c'est-à-dire d'apporter et d'être vigilant sur le bien-être au travail de nos collaborateurs et de leur permettre d'assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et leur vie personnelle. Et puis de travailler aussi sur la productivité. Alors là, c'est aussi l'objectif que s'étaient fixé nos dirigeants hein, autour de ce projet-là. C'est oui, quelque part apporter du confort, de la souplesse, de la flexibilité aux salariés, mais c'est aussi garantir une meilleure productivité, une meilleure efficience en fait dans le travail. Et ça, voilà, on est en train d'évaluer ça en termes d'indicateurs pour voir si le ROI par rapport à ce projet est bien là. D'accord, je te remercie. Et Nabila, du coup, quel était le sens pour, au sein de la France Mutualiste par rapport à ce projet du télétravail? Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait, la France mutualiste, elle se transforme à une vitesse, à la vitesse de la lumière. Et du coup, dans le cadre du déménagement, en fait, il y a eu donc un déménagement de Paris à La Défense, et du coup, dans la négociation de ce déménagement, il y avait cette notion de télétravail. Et du coup, l'idée, c'était de voir en fait comment réduire les temps de transport aussi des salariés. En étant en Île-de-France, à La Défense, on avait des populations on a toujours, qui sont aux quatre coins de l'Île-de-France. Et donc, une des premières motivations, on va dire, du télétravail, c'était la réduction des temps de transport, mais pas que. Il y avait une vraie volonté de la directrice du développement humain de travailler sur la transformation, sur l'opportunité que le télétravail pouvait apporter dans la transformation de manière générale, en termes de posture, en termes de formation, en termes de compétences, et avec un véritable pouvoir de transformation au-delà du fait d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Donc ça, c'était assez intéressant. Et donc, on a vraiment travaillé le déploiement du télétravail dans ce sens-là, comme un véritable outil de transformation. Et donc, je vous en dirai un petit peu plus après. Je ne rentre pas dans les détails.
Alors effectivement, si on plonge dans les détails, là, on était vraiment on vient de faire le pourquoi, finalement, pourquoi ce projet. Je vous propose qu'on passe au comment. Pour vous, quelles ont été les grandes étapes du projet qui ont été facteurs, en fait, qui ont été les clés de succès de ce projet-là. Voilà, peut-être Nabila, quelles ont Euh, été les grandes clés de succès pour toi aujourd'hui dans ce projet? C'est le temps, hein. Déjà, le temps était de notre côté, puisqu'en fait, on a été, enfin, l'agenda était parfait, hein, puisque en fait, on a fait ça il y a 2 ans. Donc, la première année où je suis arrivée, il y avait eu déjà les prémices, hein, d'une expérimentation. En fait, il y avait une expérimentation qui devait se faire. Et donc, quand je suis arrivée, on l'a mis en place. Donc, c'était une petite expérimentation sur 24 personnes. On avait pris une personne par service. L'idée était de se dire, de toute manière, si on part sur un dispositif de télétravail, il faut pas qu'il soit discriminant. C'est-à-dire que Mhm. il faut qu'on se donne la possibilité que tout à chacun puisse faire du télétravail. C'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était aussi de faire une analyse sur les activités qui ne peuvent pas se rendre télétravaillables et de vérifier si on pouvait les emmener vers du 100% digital, entre guillemets, en tout Mhm. cas à distance. Et du coup, l'expérimentation a permis de faire un travail préalable, et ça, c'était une des questions, une condition du succès en fait. Hein, c'est vraiment d'anticiper, de travailler en amont la cartographie des activités, vérifier ce qui peut être améliorable ou pas, travailler avec les équipes. Donc, on a fait des entretiens avec chaque directeur, on est passé au crible chaque direction, chaque activité, on en a fait une cartographie. Enfin voilà, on a fait tout un travail préalable là-dessus. Ensuite, on a évidemment travaillé le participatif. La deuxième condition de succès, c'était de ne pas déterminer au préalable le dispositif. C'était plutôt de se dire, on travaille le dispositif avec les managers et les collaborateurs. Pourquoi? Et ça, on se l'est dit à plusieurs reprises dans le déploiement, c'est que chaque entreprise est différente. Et en fait, on ne peut pas dupliquer un dispositif d'une entreprise à une autre. On a nos cultures, on a nos activités propres, on a nos contraintes, etc. Et donc, c'était oui au benchmark, mais attention à travailler son propre dispositif, puisqu'on n'a pas les mêmes objectifs, population, etc. Donc ça, je pense que c'est une deuxième condition de succès, c'est-à-dire vraiment analyser son propre écosystème. Ça, c'était important. Et puis le troisième, disons, élément positif, en tout cas moteur, oui, c'est l'animation. L'animation qu'on met derrière. Donc là, on a vraiment travaillé ça. Il se trouve qu'on a tombé, enfin voilà, le fait de tomber nez à nez avec un article de presse sur 30 jours pour télétravailler, pour moi, voilà, ça a été le moteur de l'animation. J'ai trouvé que c'était une idée excellente. En plus, ça me permettait vraiment de travailler le collaboratif, c'est-à-dire de montrer qu'il y avait d'autres façons d'animer des réunions, d'autres façons de travailler, d'autres façons de. Donc, c'était aussi une façon de former les managers, les collaborateurs à cette façon de travailler, d'introduire la notion de facilitateur, parce qu'en fait, c'était une entreprise qui n'avait pas forcément travaillé avec toutes ces nouvelles façons de travailler, entre guillemets. Et donc, on avait vraiment fait, enfin voilà, il y avait vraiment des points de convergence, des opportunités. Donc, en termes de timing, on était bien, en termes d'animation, on était bien. Et donc, animation, objectif, personnalisation, pour moi, sont un peu les conditions de succès, disons, pour le déploiement d'un projet comme celui-là. Oui, effectivement, c'est vrai que la personnalisation, l'animation sont un peu des clés de voûte, hein, j'ai envie de dire, de ce type de projet. Stéphanie, peut-être qu'il y a des points dans lesquels tu te reconnais, que Nabila a évoqué. Je te propose que tu puisses aussi nous partager ton témoignage par rapport aux horaires flexibles dans cet élan de communication, d'animation justement des collaborateurs. Oui, complètement. C'est vrai que le processus était sensiblement le même, hein. L'objectif pour nous, c'était vraiment d'impliquer les collaborateurs. Déjà, le point de départ, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'était cette enquête Happy at Work
d'emploi tous les ans. Donc, ça nous a permis de faire un premier constat, hein, d'avoir finalement un petit peu la réalité en face et de mettre la direction et les managers face à cette réalité. C'est-à-dire quand on donne voilà, la parole aux salariés pour s'exprimer de façon complètement anonyme sur des questions très ouvertes comme qu'est-ce qui vous plaît le moins dans votre entreprise et qu'on a 60% de réponses qui tournent autour de l'horaire collectif qui crée des frustrations, à un moment donné, on peut plus se permettre de l'ignorer. Donc ça c'est déjà une bonne base de travail sur laquelle voilà, on a planché avec l'équipe FlexJob aussi pour établir un petit peu le process. Impliquer les managers clairement en amont, ça a été intéressant aussi puisque finalement eux-mêmes se sont interrogés sur un petit peu le cadre qu'ils souhaitaient poser, les limites aussi par rapport à cette liberté, cette nouvelle liberté qu'on souhaitait donner aux salariés. Et ce qui a été intéressant de voir, c'est que les salariés finalement ont été eux-mêmes surpris de voir que le cadre n'était pas si rigide que ça. Et surtout, les managers ont été aussi surpris de voir que les collaborateurs, entre guillemets, s'auto-censuraient et se mettaient leurs propres limites. C'est-à-dire que voilà, on n'était pas dans l'abus, c'était pas noir ou blanc, on n'est pas passé du tout au tout. C'est-à-dire que voilà, les gens étaient déjà il y avait une certaine forme de reconnaissance aussi de se dire voilà, il y a un projet de mise en place d'horaires flexibles et ça va nous apporter du plus, du confort aussi dans notre nouvelle vie au travail. Donc voilà, on ne va pas non plus abuser en faisant des demandes complètement hors cadre. Donc finalement, entre ce qui a été proposé par les managers et ce qui a été aussi proposé par les salariés, il n'y a pas eu tant d'écart que ça et on a vite trouvé un consensus. Donc ça, cette co-construction, je dirais qu'elle a été assez facile. La phase d'expérimentation, nous, clairement, on l'a posée en disant que on se donnait 6 mois pour être attentif aux différents indicateurs de réussite qu'on s'était fixés. Donc notamment faire attention aux abus, quels moyens de contrôle on mettait en place, quel outil on allait utiliser, puisqu'il y a de fortes contraintes légales autour de la mise en place des horaires flexibles. On est obligé notamment de mettre en place un outil de suivi des temps. Donc voilà, tout ça, ça nous permettait de se dire, OK, on lance ce projet, mais on a ce garde-fou de 6 mois d'expérimentation. Et si on voit que ça fonctionne pas, à tout moment, on peut revenir à un horaire collectif. L'implication du CSE aussi, voilà, j'en parle parce que c'est un point RH important, mais il me semble essentiel. Je pense que surtout quand on a des syndicats, c'est pas le cas chez Elsia, mais en tout cas, je pense aux organisations qui ont peut-être des syndicats chez eux. C'est très important, voilà, de communiquer très régulièrement avec le CSE sur ces sujets-là, pas hésiter à mettre en place des réunions exceptionnelles sur le sujet pour pouvoir réitérer à chaque fois et avoir leur pleine adhésion. Et nous, c'est ce qui nous a permis, voilà, de voter ce règlement d'horaire variable à l'unanimité favorablement, donc et d'avoir l'adhésion de notre CSE. Ouais, je partage avec Stéphanie. C'est vrai que dans les groupes qu'on a réalisés, en fait, on a fait des groupes collaborateurs, des groupes managers, des ateliers avec les CSE, et on a fait aussi des mélanges. On a essayé de casser un peu des silos qu'on peut avoir et la hiérarchisation. Et c'est vrai qu'effectivement, il faut absolument intégrer le CSE. Enfin, ils sont partie prenante absolument. Et ils étaient d'autant plus curieux que ça a permis de leur faire une analyse préalable aussi pour eux. Ça leur permet aussi de leur donner de la nourriture pour leur position en CESE. Donc là, on a vraiment eu une complicité totale avec eux. Ça a été, disons, des vrais moments de partage et d'échange. Donc, je suis entièrement d'accord. Ce point-là, il est facteur de réussite totale. Mm. Et dans vos projets, moi, ça m'intéresse. Alors, j'ai pas noté la question telle quelle, mais ça m'intéresse aussi de savoir quel est le point qui vous a donné peut-être le plus d'énergie que vous avez vécu pendant ce projet-là, vous personnellement. Pour moi, c'est les ateliers, forcément.
parce que c'est physiquement éprouvant. Et puis c'est convaincre d'y participer. Enfin voilà, il y a toute cette dynamique quand c'est la première fois, surtout pardon quand tu es manager. Ça prend du temps dans leur agenda, donc les convaincre de jouer, hein, de venir jouer au, au jeu 30 jours pour télétravailler, c'était pas au départ. On avait des gens très résistants qui étaient durs. Bah, donc, pourquoi ils nous font ça? C'est quoi ce truc? Et ce qui était le plus chouette, c'est de les voir repartir avec le sourire, quoi. Mais et du coup, le bouche à oreille a beaucoup fonctionné. Mais c'est vrai que a priori, de les faire entrer dans une dynamique d'animation un peu différente de ce qu'ils peuvent côtoyer, enfin en tout cas sur lequel ils peuvent participer d'habitude, bah, ça demande de l'énergie, de prêcher un petit peu dans le désert, faut vendre un petit peu l'animation et puis garder le rythme parce on s'était fixé une ambition de faire des ateliers sur tous les collaborateurs et donc c'est une sacrée organisation pour maintenir bah, l'investissement. Donc pour moi, c'était surtout les ateliers qui étaient voilà à la fois qui prenaient beaucoup d'énergie, mais en même temps qui est beaucoup de satisfaction, je trouve. Ça marche. Merci Nabila. Et Stéphanie, toi, quel était le point marquant pour toi de ce projet? Alors, je pense que, bon, déjà, nous, on s'était réparti la charge en interne, hein, c'est-à-dire que moi, j'avais plutôt cette casquette de porteuse du projet au niveau du CODIR et ma collègue Laurie dans l'équipe RH, elle était en charge plutôt justement de cette partie animation des ateliers et du lien avec FlexJob. Ce que je retiens et ce qui m'a donné de l'énergie, c'est aussi l'apprentissage. Je pense que toutes les deux, ça nous a permis aussi de nous ouvrir les yeux sur la démarche collaborative, sur quel est le bon process à mettre en place. Ça nous a permis aussi vraiment d'en tirer des enseignements sur tout à chacun. On a tous des projets à mener au quotidien dans nos entreprises. Et voilà, ça nous permet de se dire que la communication, c'est vraiment la place centrale et finalement de pas négliger les différentes parties prenantes, de pas négliger tous ceux qui vont être impactés par le projet et de leur donner la parole. Voilà, ça m'a vraiment donné de l'énergie. J'ai ce côté aussi où j'aime bien mener justement ces projets, à essayer de convaincre et d'avoir l'adhésion. Vous allez me dire que c'est beaucoup plus facile sur un projet où clairement les gens sont en demande que l'inverse, c'est sûr. Mais malgré tout, il y a des réfractaires. On a quand même des gens qui, par exemple, pour vous donner une idée, hein, mais étaient eux pour mettre en place un système de pointeuse pour avoir ce système de contrôle. Donc, ce qui allait complètement à l'inverse de la dynamique qu'on souhaitait donner. Mais comme quoi, il faut aussi pouvoir écouter tous ces salariés qui ont leur propre avis sur la question et de trouver des compromis. Donc voilà, je pense que Laurie et moi, on a été très satisfaites de cet accompagnement de par les enseignements qu'on en a tirés. Et aujourd'hui, on est armés aussi et plus forte de cette expérience pour pouvoir mener en interne des projets collaboratifs. Ça marche. Merci Stéphanie. Et j'ai envie de te poser la question, Stéphanie. Finalement, quel est le frein principal que vous avez rencontré avec Laurie? Un point peut-être qui pourrait être un point d'attention là que tu pourrais délivrer aussi aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, à dire attention, ce point-là, on l'avait pas forcément anticipé, ou alors on l'avait anticipé, mais on s'est rendu compte que ça a été un frein quand même. Alors, j'ai parlé effectivement tout à l'heure des contraintes légales. Il y en a quand même beaucoup autour de ce projet-là. Il ne faut pas le négliger. Ça nécessite aussi un accompagnement en droit social assez important. Voilà, surtout si on est sur une négociation, encore une fois, avec un CSE, avec des syndicats. Donc ça, c'est important. Et puis, les principaux freins qu'il peut y avoir sur un projet comme celui-là, encore une fois, hein, c'est quand on est sur un management un peu pyramidal. Encore une fois, vous avez des managers qui vont avoir un management très libéré, d'autres un peu plus à l'ancienne. Il va falloir les convaincre. La direction aussi, hein, encore une fois, l'objectif, c'est d'améliorer aussi notre productivité. Donc ça, ce sont des freins que j'espère pouvoir lever dans quelques mois quand on aura suffisamment de recul sur le projet pour pouvoir se dire que tous les indicateurs de réussite sont là
dont la productivité. Ça marche. Merci Stéphanie. C'est vrai que c'est un point qu'on relève aussi. C'est oui, ça apporte de l'équilibre vie pro, vie perso, mais comment est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre-là aussi pour l'organisation également. Nabila, je te laisse la main aussi. Quel frein finalement dans ce projet de télétravail t'as rencontré tout au long du projet? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Est-ce qu'il y en a eu un principal dont tu te souviens qui t'a marqué? Alors, moi, j'ai été plutôt vernie dans le sens où vraiment, il y avait un véritable alignement, hein. C'était un projet de l'entreprise, c'était un projet de la direction du développement humain, donc il y avait une vraie volonté d'y aller. Donc ça, bon. Si je dois trouver un frein, je dirais que c'est l'a priori de part et d'autre sur le télétravail. Dire que c'est un truc de planqué, on travaille pas vraiment, on n'est pas là. Voilà, je dirais que c'est un peu les préjugés qu'on met sur le télétravail. Euh, voilà, ces petites choses qui font mauvaise presse, alors que voilà, donc on a beaucoup accentué dans la communication. On a fait un gros travail de communication. D'ailleurs, ce que j'avais prévu dans le déploiement, c'est d'aller voir chaque direction, d'expliquer ce qu'était le télétravail, ce qui ne l'était pas, et de casser un petit peu les idées reçues. Donc ça a été en fait, en frein, on en a fait une opportunité quelque part de formation auprès des collaborateurs et des managers. Mais voilà, le frein principal, je dirais, il est dans cet a priori, mais je dirais de part et d'autre. Que ce soit dans la tête d'un collaborateur, ou dans la tête d'un manager ou d'un membre du COMEX, hein. Qu'au fond, quand on est en télétravail, on télétravaille pas beaucoup, ou pas vraiment. C'est une façon de garder ses enfants. Je suis planquée, je fais rien. Voilà. Je pense que bon, on verra par la suite, mais tout ça n'a plus lieu d'être, quoi. Mais je dirais que c'était le seul frein parce que j'ai vraiment eu une chance incroyable. Alors, d'abord parce que beaucoup de gens avaient intérêt à ce que ça se fasse. C'est-à-dire que c'est le genre de projet, le télétravail, où on a quand même une force, voilà, de regroupement quand même intéressante. Les collaborateurs ont plutôt envie du télétravail, quoi. Donc, voilà, c'était pas beaucoup de freins au final. Enfin, là comme ça, je retiens plus de côté positif que de côté négatif. Ça marche, merci. Oui, ce point de comment est-ce qu'on démantèle un peu cet a priori-là et comment on en C'est fait une ça. opportunité. Je trouve que c'était plus ça qui m'a Mm. mobilisée disons, dans le discours, ces Ouais. freins à chaque moment de déploiement, de la généralisation, etc. Toujours rappeler la philosophie du télétravail et de la confiance qu'on doit y mettre derrière, quoi. C'était le gros sujet pour moi, en fait. Mm. C'est vrai que ouais, Stéphanie et Nabila, il y a vraiment ce travail aussi de pourquoi on le fait. Pourquoi on met en place le télétravail, pourquoi on met en place les horaires flexibles et comment ça change aussi la culture, vous l'avez très bien dit, hein, toutes les deux, la culture de l'organisation, de la confiance, parce que ça engage la confiance, ça engage le management, ça engage l'autonomie aussi dans ces projets-là. Ça engage complètement le management. La clé de réussite d'un projet comme celui-là, c'est avant tout le management, clairement. C'est-à-dire être en capacité de recadrer ses équipes si c'est utile, s'il y a des abus, comment on les gère, ces abus. Je vois des questions défiler juste par rapport notamment à l'outil de contrôle. Donc, nous, on a mis en place un outil de suivi des temps et un système de déclaration des temps. Donc, quand on est sur le déclaratif, on est clairement sur la confiance dont tu parlais, Margot. C'est-à-dire qu'à chaque fin de semaine, le collaborateur déclare son temps de travail par rapport à une semaine type qu'il a configurée en amont. C'est-à-dire, il sait que le mercredi midi, il veut prendre 2 heures de pause parce qu'il va faire du sport, ou le jeudi, il va chercher ses enfants à 16 heures à l'école et il veut partir plus tôt. Il configure sa semaine type comme ça. S'il n'y a pas de changement, il a juste à appuyer sur un bouton, un simple clic, et il valide son temps de travail la semaine. Et il n'y a pas de notification manager. En revanche, s'il utilise ce qu'on appelle un petit peu son crédit temps
pour finalement avoir un report du temps de travail sur la semaine suivante, à ce moment-là, ça envoie une notification au manager qui a la vision sur l'agenda de son équipe. Donc ça a été plutôt bien perçu. Il faut savoir que c'est la suite. Alors je ne sais pas si je peux en parler là sans faire de pub, mais c'est la suite Lucas que nous on utilise. C'est la suite en fait logique de notre outil SIRH et ça s'intègre très bien dans notre solution que l'on a pour la gestion des dossiers du personnel. Donc finalement, pour les salariés, ça a été assez logique d'intégrer cet outil-là. C'est absolument pas contraignant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça rassure aussi les récalcitrants qui, les fameux 2 ou 3 salariés qui nous réclament à limite une pointeuse, ça leur permet de se dire, voilà, il y a un système qui est mis en place, mais au moins il y a des moyens de contrôle, on est tous logés à la même enseigne et ça permet aussi de rassurer ça. Mais la clé, c'est le management, c'est voilà, être en capacité de dire à son collaborateur de ne pas abuser, de savoir encourager, de porter aussi le projet et de prêcher la bonne parole autour de ça. Je pense que c'est essentiel. Merci Stéphanie pour ce témoignage. C'est vrai que c'est une des clés de voûte qu'on retrouve souvent en fait dans ces projets de transformation et ces projets collaboratifs, là où le manager aussi impulse beaucoup et impulse beaucoup au sein de ses équipes. Et doit être exemplaire aussi. Il doit jouer le jeu. Voilà, ça c'est l'exemplarité, c'est aussi super important. Totalement. J'ai envie de vous poser cette question. Finalement, on a eu ces épisodes du Covid-19 qui aussi a fait que voilà, on a changé aussi nos manières de travailler pendant cette période-là. Voilà, on s'est retrouvés des fois derrière nos écrans, parfois chez nous, parfois avec nos enfants. Finalement, pour vous, pour toi, Nabila, que se serait-il passé si le projet du télétravail n'avait pas été mis en place en fait? Alors, il faut savoir que j'avais 2 projets parallélisés en fait, le télétravail et l'intranet collaboratif. C'est-à-dire que quand on a lancé le télétravail, on a lancé aussi l'outil intranet collaboratif, chat, visio, possibilité de faire des groupes. Enfin, c'est un espèce de réseau social d'entreprise. Donc en fait, si on n'avait pas eu ça, bah, je ne sais pas, je ne sais même pas ce qu'on aurait pu faire en fait. Ça aurait été, je sais pas impossible, puisqu'on a toujours des capacités d'adaptation, mais ça aurait été très pénible. Ça aurait été très pénible. Il aurait fallu, on aurait mis peut-être 2 mois à se mettre en ordre de marche. Il aurait fallu qu'on vienne au site, je sais pas en fait, ou alors on aurait dû faire du chômage technique. C'est difficile parce que étant donné qu'on a vécu les grèves avec, on a vécu, enfin voilà, ça y est maintenant, au bout de 2 ans, ça nous a tellement fait passer le cap que, en fait, je pense qu'on n'aurait pas pu travailler correctement, on n'aurait pas pu travailler tout court, en fait. Oui, On aurait ça aurait pu mettre en ouais. péril l'activité aussi. Oui, puisque le moment dur du confinement où on a eu blackout total dans les déplacements, ça aurait voulu dire chômage pour les équipes, quoi, chômage technique pour les équipes, pour en tout cas les équipes commerciales, les équipes de gestion. Ouais, ça aurait été compliqué. Et Stéphanie, du coup, j'ai envie de te poser aussi un peu la même question. Voilà, sur les horaires flexibles, que se serait-il passé si ce projet n'avait pas été mis en place, justement? Oh je pense que là, on vient de clôturer l'enquête Happy at Work 2020. Donc là, on l'a lancée pendant le confinement et on vient de la clôturer. Donc je pense clairement que si rien n'avait bougé depuis l'année dernière, c'est pas un commentaire sur 2 que j'aurais eu, c'est 100% des commentaires me parlant des horaires flexibles. Et on savait très bien que la prochaine étape, ce serait de nous parler du télétravail. Et évidemment que le confinement, ça a accentué ça. Et comme je disais, je pense que l'expérience de Nabila, elle est super inspirante. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller chercher justement des astuces dans différentes entreprises. Même si je suis d'accord avec toi, Nabila, on ne peut pas dupliquer des modèles parce que on a tous nos contraintes qui nous sont propres par rapport au métier. En fait, je dis ça surtout sur les rythmes, sur les activités qui nécessitent un certain process, les jours. Voilà, enfin,
Parce que c'est la tentation d'un management du COMEX ou du CODIR, dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait ailleurs, pourquoi on fait pas comme ci, pourquoi on fait pas comme ça aussi, ça. Vous allez voir quand vous allez déployer ce type de projet, on vous ramène toujours à ah oui, mais moi, ma fille, mon fils, ma grand-mère, il y a toujours quelqu'un qui a fait ça quelque part, et on rivalise avec des déploiements dans d'autres boîtes. Et donc, puis en plus, tout le monde est motivé par ça parce que c'est vraiment c'est un terrain vierge. Donc, mais attention à bien s'adapter à la culture de l'entreprise, son rythme, d'y aller à son rythme, voilà. S'il faut commencer par les horaires flexibles, s'il faut voilà, c'est ce genre de rythme qui est important, et puis commencer par un jour ou 2 jours ou 3 jours. Enfin voilà, il y a quand même une mesure de perception, de tempo, de cœur de l'entreprise, quoi. Parce que on touche à la fois à la relation individuelle, au collectif. Donc, ce qui, moi, m'a passionné, que je trouve intéressant dans ce type de projet, c'est justement cette personnalisation. C'est d'être à l'écoute du rythme de l'entreprise. Et c'est ce que j'ai un peu appris avec les directions de développement humain. J'ai bien aimé à la fois de s'inscrire dans une industrialisation et de voir comment les autres font extérieurement, mais c'est intéressant aussi, c'est un moment pour se tourner vers l'intérieur, quelque part, paradoxalement, pour aller regarder comment vit l'entreprise, voilà, par quoi elle se singularise. Et c'est peut-être un des conseils que je donnerais, c'est aussi de prendre le temps d'aller à la rencontre des collaborateurs, d'aller à la rencontre des managers, de prendre la température des activités, de regarder. Et en fait, c'est encore plus puissant quand qu'on s'intègre à l'intérieur, quoi, qu'on fait un travail un petit peu d'introspection. Et c'est pour ça que je mets toujours un peu l'accent sur ça. Évidemment, c'est bien d'aller chercher les bonnes pratiques, d'aller les regarder, de voir ce qui se fait. Mais souvent, les bonnes solutions, elles viennent aussi de l'intérieur. Donc, il faut parfois pas chercher midi à 14h, faut écouter, quoi. L'écoute active, elle permet et c'est pour ça que c'était intéressant de le faire dans cette démarche d'écoute et pas de calquer en disant on va faire comme ça, on va donner les moyens, on va pas laisser le vrai collaboratif prendre la parole. C'est ça, c'est important. C'est si on fait une démarche collaborative, il faut vraiment laisser le collaborateur donner sa voix, quoi. Parce que si c'est pour juste interroger pour ensuite dire ah oui bon ok super merci vous nous avez donné la parole, on vous a donné la parole mais on va faire comme ça, ça peut être un peu problématique, quoi. Complètement, je te rejoins là-dessus. C'est inutile de lancer une démarche collaborative si au final la direction balaye tout et que les ateliers servent à rien. Ça, c'est clair qu'il y a rien de plus frustrant, je pense, pour les salariés que ça. Et je te rejoins sur le rythme des organisations, mais aussi sur la population. J'en ai parlé tout à l'heure. Nous, moyenne d'âge de 30 ans. Dans l'édition logicielle, donc bon, clairement, on est sur des modèles d'organisation qui sont plutôt modernes. Je pense que ceux qui ont des problématiques de production avec des populations qui doivent être sur site, dans l'industrie, c'est plus problématique. On a parlé des freins tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut savoir expliquer aux équipes que tout le monde ne pourra pas bénéficier du projet de la même façon. Je pense que c'est pareil chez toi avec le télétravail. Nous, les horaires flexibles, clairement, nos équipes qui sont pas qui doivent vraiment être sur site. Je pense à l'accueil, je pense aux services techniques, notre hotline. Voilà, tout ça, ce sont des services, ou même les commerciaux sédentaires. Il a fallu adapter les règles. Donc, c'est aussi travailler en interne pour se dire, OK, on met en place un nouveau système, mais les règles du jeu ne seront pas les mêmes pour tous. Et ça, il va falloir que chacun puisse les accepter. Tout comme expliquer à des commerciaux que eux, ils ont une rémunération variable et un véhicule de fonction, et qu'à la R&D, eux, on est plus souple sur les vacances parce que leurs contraintes métiers font que c'est plus simple de le faire. Voilà. Donc ça, faut travailler aussi beaucoup en interne. Et si ça s'était pas mis en place chez nous, je pense qu'on aurait aussi eu, c'est important de le dire, un impact sur le recrutement. Aujourd'hui, on a quand même aussi une problématique d'être en dehors de Lyon. On sait que ça a un impact assez fort sur nos recrutements. Donc, pour se démarquer, il faut aussi qu'on soit habile par rapport à ça et qu'on puisse
permettre à nos salariés de s'organiser au niveau de leur vie perso. Tu parlais des transports tout à l'heure, Nabila. Je pense que voilà, et puis il faut avoir une certaine cohérence avec nous. On est très engagés au niveau de l'écologie. On est mécène d'un projet d'un projet écologique. Je pense que tout ça apporte aussi de la cohérence à nos valeurs d'entreprise et ça permet d'être un petit peu plus sincère dans notre démarche par rapport à nos propres valeurs. Donc tous ces projets-là, ça nous permet d'illustrer ces valeurs-là. Merci Stéphanie. Peut-être le mot là, l'état d'esprit ou le mot avec lequel vous repartez avant qu'on clôture justement cette phase et qu'on puisse prendre les questions qui arrivent sur le chat. Quel serait-il? Quel serait le mot avec lequel vous repartez? Moi, je dirais perspective, hein, le reste à faire. Voilà, encore une fois, je trouve que c'est super de se dire d'y aller progressivement. Malheureusement, la nature humaine, je pense, est faite que plus on en donne et plus on en veut aussi. Donc, c'est aussi naturel pour notre direction de vouloir y aller par étapes. Donc, pourquoi pas demain le télétravail, voilà, et puis de continuer de progresser pour être en phase avec aussi les souhaits des nouvelles générations qui arrivent et qui vont bousculer nos habitudes au travail. Donc, je partirais avec ce mot perspective, ambition. Merci. Pour moi, ce sera satisfaction, hein, parce que bon, alors je dirais pas merci le Covid, merci les grèves, mais quand même, hein, ça nous a permis de montrer. Alors, on a été jusqu'au boutiste, hein, on était parti pour faire 15 jours de télétravail par semaine pour certains et par mois pour d'autres, et on s'est retrouvé à faire 100% de télétravail à la maison. Donc bon, on peut dire que on est satisfait parce que ça fonctionne. Donc, et donc toutes les craintes de confiance de ceux qui vont essayer de pas travailler, enfin, clairement, bon, c'est anecdotique, quoi. Donc là, on a fait une analyse en temps réel de la généralisation du télétravail 5 jours sur 7. Donc, beau challenge. Et bon, ça fonctionne, quoi. Hein, après, bon, on va pas parler du particulier. On est 99,9% de l'activité de la boîte à continuer grâce au télétravail. Merci Nabila, merci Stéphanie pour votre partage. Peut-être pour clôturer du coup cette session avant qu'on prenne les questions. Voilà, plusieurs clés de succès hein, pour la mise en place d'une démarche collaborative. Voilà, c'est savoir sur quel chemin on s'engage aussi, quelle est la raison d'être du projet, pourquoi on le fait finalement. Vous en avez très bien parlé hein, avec qu'est-ce que ça doit apporter, hein, cet équilibre vie pro, vie perso, qu'est-ce que ça doit apporter à la qualité de vie au travail, qu'est-ce que ça doit apporter aussi à l'organisation. On a le deuxième point sur la coopération, comment on construit ensemble, qui va très bien avec la dynamique de co-construction, comment on construit ensemble justement finalement le cadre du jeu, que sur les horaires flexibles et sur le télétravail. Il y a ce point-là important sur la gouvernance et le rôle des dirigeants, finalement qui prend quelle décision, est-ce qu'on demande la participation des collaborateurs, est-ce qu'on va jusqu'au bout sur l'écoute qu'on en fait. Le point d'expérimentation, voilà, ça nécessite aussi des temps longs pour expérimenter, avoir le droit de se tromper, de revenir en arrière, d'expérimenter d'autres choses aussi par rapport à ces projets d'horaires flexibles et de télétravail, et la possibilité aussi d'évoluer en fait, de faire vivre dans le temps les horaires flexibles et le télétravail pour les ajuster en fonction des besoins au temps réel. Donc le dernier point que j'ai envie de partager, ce serait vraiment prendre le temps. Voilà, on sait que c'est des dynamiques qui sont sur des temps longs, qui vont à la maille et qui vont au cœur de l'organisation et qui touchent à plein de choses. Hein, on le disait, qui touchent au management, qui touchent à la confiance, qui touchent à l'autonomie, qui touchent à la responsabilisation. Donc c'est comment on prend le temps avec l'organisation à sa mesure pour engager ces projets-là. Je vous remercie à tous d'avoir été là, d'avoir écouté nos témoignages. On va prendre quelques questions qui sont dans le chat. Alors, hop. Donc, je vois qu'on a plusieurs questions qui ont été posées et je crois que Stéphane revient parmi nous pour nous les adresser. Exactement, Margot. Merci en tout cas pour votre
vos témoignages et l'animation, Margot. Pour que ça soit plus simple aussi pour vous de suivre les questions, je vous les ai classées dans l'onglet favori du chat participant. Donc notamment avec la première question donc d'Aurélie, dont Stéphanie a répondu en partie, justement comment ont été perçus les outils de contrôle mis en place par les collaborateurs, quels étaient ces outils de contrôle et notamment, moi je permets aussi de rebondir sur cette question, c'est tous ces changements d'organisation ont eu un impact direct sur la productivité et la performance des collaborateurs au sein de vos entreprises. Quels ont été justement ces impacts positifs que vous avez pu voir au fur et à mesure sur cette notion de performance et d'indicateurs? Je vais laisser Stéphanie répondre. Vas-y, Nabila, vas-y. Juste sur le point de contrôle, pour nous, le contrôle, c'était pas forcément le leitmotiv du déploiement. On a ce système de badgeage pour les horaires, pour les gens qui sont en horaire justement flexible. On avait déjà travaillé cet aménagement d'horaire. Ensuite, on a du badgeage. Quand on est en télétravail, on badge. Alors pour les cadres, une fois dans la journée. D'ailleurs, on oublie une fois sur deux. Donc c'est aussi un travail de communication. Et pour ceux qui sont en horaire, justement pareil, ils ont des plages horaires dans lesquelles ils doivent badger. Ensuite, pour ceux qui sont justement sur ces badgeages, leur activité fait que de toute manière, tout est mesurable en temps réel dans leur productivité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans l'outil de gestion. Donc les dossiers, les coups de téléphone, les entretiens téléphoniques. Enfin, ouais, nous, on a donc de la relation client, des gens au téléphone. On traite des dossiers administratifs et tout est fait à travers les outils de gestion. Donc on voit chaque tâche qui a été réalisée. Donc on mesure le nombre de tâches qui a été fait. Donc pour la partie gestion, en tout cas, on voit tout de suite le travail. Donc il n'y a pas eu de perte de productivité, il y a eu justement plus de productivité, les gens étant à la maison, plus tranquilles, pas dans les open space, pas dérangés. Là, on a noté une productivité élevée, limite, on avait du mal à suivre derrière, quoi. Donc ça, c'était intéressant. Sur les fonctions support, en fait, on n'a pas perdu en rythme, pas perdu en productivité. Donc on voit tout de suite. Je dirais que pendant le Covid, où nos commerciaux qui sont des commerciaux volants, en fait, qui vont dans toute la France, ont été un petit peu limités. Mais même encore là, on note pas une baisse de productivité puisqu'il y a eu des entretiens téléphoniques, voilà, on a pu remplacer par le téléphone et par le digital. Donc voilà, 80% des activités. La seule activité qui est d'astreinte, c'est toutes les fonctions courrier, accueil du public. Voilà, mais sinon le reste c'est encore améliorable en termes de processus digitalisés sur la partie comptabilité ou choses comme ça. Mais bon, en termes de productivité, en tout cas sur la population de gestion, on voit l'efficacité, elle est là, quoi. Merci, Nabila. Stéphanie, si tu veux rebondir ou non. Oui, moi je pense aussi en termes de productivité, l'indicateur qui a été important pour nous, c'est le bilan à plus 6 mois de l'exercice. Après, comme je le disais tout à l'heure, il va nous falloir un peu plus de recul. Il va falloir qu'on puisse à nouveau refaire un bilan et ça fait partie aussi du processus. Voilà, les gens quand même, d'une manière générale, les salariés sont satisfaits du niveau de concentration et en parlent. C'est-à-dire quand on choisit ses horaires, finalement, ça permet aussi de choisir son temps de travail et à quel moment on va être le plus efficace selon nous. On va avoir les salariés qui vont être davantage proactifs et efficaces le matin, donc qui vont arriver très tôt sur site à partir de 7h, 7h30. Et d'autres qui vont préférer être là le soir parce que voilà, c'est leur mode d'organisation. Donc, je pense que sur la concentration, c'est un impact fort et c'est forcément positif derrière sur l'efficacité. Merci. Alors, prochaine question.
Alors, une question de Martin. Ces changements de management peuvent-ils venir des équipes techniques grâce à l'accompagnement de FlexJob ou n'est-ce possible que si la direction y est à l'initiative? Ah, ça, c'est une très bonne question. Je pense les deux, dans le sens où on peut avoir une direction réfractaire et puis l'initiative vient des RH ou du marketing, de la communication. Et là, on fait le choix de se faire accompagner aussi par FlexJob. Et là, ils vont mettre leur super casquette de facilitateur pour finalement être une aide pour convaincre les dirigeants. Par contre, le seul bémol que je mets là-dessus, c'est que clairement, ce ne sont pas des magiciens non plus et il faut absolument que ce projet-là soit porté par la direction et par les dirigeants et qu'eux-mêmes y croient. Sinon, c'est très compliqué pour engager derrière et le COMEX ou le CODIR et puis les équipes opérationnelles. Donc, il faut absolument en amont convaincre les dirigeants de l'utilité de ce projet. Oui, c'est ça, à minima avoir au moins un sponsor dans la direction en fait, l'idée n'est pas de se mettre contre la direction, mais comment est-ce qu'on travaille ensemble pour changer nos manières de faire, nos manières de travailler. Mais effectivement, je te rejoins totalement, Stéphanie, sur le fait que si une équipe veut impulser ça au sein de son entreprise, si on va dire si les dirigeants donnent leur aval, on est bon. Par contre, si les dirigeants sont totalement opposés, là, on va rencontrer une vraie difficulté. Donc après, comme tu le disais, Nabila, au départ, on peut aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Souvent, ça permet aussi d'enlever les peurs en fait qu'on pouvait avoir, les projections qu'on pouvait se faire. Donc le fait d'aller voir une autre organisation, par exemple, donc ça peut être une organisation qui a par exemple la même activité que nous et qui a décidé de mettre en place ce changement particulier qui nous intéresse, peut justement aussi faire changer de posture, faire changer de comportement, faire prendre conscience aussi que c'est possible et que c'est faisable dans le contexte. Je pense voilà, que c'est vraiment une clé de la réussite du projet, c'est que la direction soit favorable. Après, c'est un maillon, c'est une vraie chaîne, hein, pour le coup. Il n'y a rien de plus collectif que le télétravail. C'est-à-dire que c'est un contrat que chacun passe avec l'autre et en fait, il faut pas qu'il y ait un seul maillon de la chaîne qui soit trop faible. Il faut que tout le monde soit convaincu pour que ça fonctionne, quoi. Donc, c'est un vrai, c'est en ça que le télétravail est intéressant d'ailleurs et que les entreprises doivent petit à petit s'inscrire dans ce mode d'organisation, qu'il soit un jour par semaine ou 5 jours par semaine, mais c'est qui permet cette transversalité. Ça a vraiment un bénéfice de transformation pour le coup des organisations et de remettre un peu du temps collectif, du temps individuel. C'est plus que juste un mode d'organisation en fait. C'est vraiment un nouveau contrat collectif dans l'entreprise, quoi. Donc c'est tout le monde doit être embarqué. C'est la joie de ce projet. C'est que tout le monde doit être partie prenante. Tout le monde doit signer l'engagement. C'est ça, c'est la question d'engagement qui est importante. C'est comme dans tout projet de transformation, s'il n'y a pas d'engagement et de sincérité dans le projet, le projet ne sera pas viable. On l'a vu, hein, quelqu'un qui dit faut faire du télétravail mais qui est pas convaincu, on va le voir tout de suite dans le projet. C'est-à-dire que dans le déploiement, on va vite s'en rendre compte que en fait non, j'ai pas voulu dire ça. Puis finalement, je veux bien que t'en fasses, mais pas vraiment. Mais mais si tu m'appelles tous les jours à toutes les heures, d'accord. Enfin, on se rend compte. Justement, ça va permettre de rebondir sur la question de Florence par rapport au récalcitrant, au monsieur nonon qu'on a tous dans nos entreprises. Un changement arrive. Quels ont été les refus, le bouche à oreille. Rencontrés. Le bouche à oreille. Ah, forcément, le message se change. Le fait d'en parler avec ses collègues, c'est le travail d'en parler, de voir que quelqu'un dans l'équipe le fait ou pas. Enfin, souvent, c'est peut-être des gens qui sont un peu plus frileux pour y aller en premier. Et puis, oui, il y avait des gens qui se disaient, attends, moi, le télétravail, ma vie pro, elle est au travail, ma vie perso, elle est au perso. Donc, moi, j'en connais, hein, je connais dans certaines équipes qui ont 3 heures de transport par jour.
mais qui ne feraient pas de télétravail. Et bon, je pense on va mesurer ça après le Covid, après le confinement, crise sanitaire. Je pense que là, mais c'est vivre l'expérience. Il va aussi proposer, leur dire, bah, rien ne t'engage. Je te propose d'essayer. Après, il n'y a pas d'obligation. Hein. Nous, ce qu'on avait dit, c'est que ceux qui ne veulent pas télétravailler, ils télétravaillent pas. Ils sont pas obligés. Hein. Il n'y a pas d'obligation aussi, hein. Faut pas non plus devenir complètement ayatollah de l'autre côté, quoi. Ça, c'est hyper important. Nous, on a toujours dit, c'est sur la base du volontariat. Il n'y a pas d'obligation, sauf dans des cas de continuité d'activité parce qu'il y a un problème majeur, type grève, type Covid, voilà. Mais le télétravail, ça doit rester quelque chose sur la base du volontariat. Ça, c'est très important, je pense. Et qu'après, si on a envie de convaincre, bah, il faut que chacun se fasse sa propre expérience et proposer des choses plus flexibles, quoi, de temps en temps, une fois de temps en temps, etc. Ok, très bien. Oui, je rajouterais que les monsieur ou madame non, il faut pas minimiser leurs craintes et leurs freins. Voilà, c'est aussi savoir les écouter en amont du projet. Ça, c'est important puisque voilà, ils ont aussi le droit. Et puis essayer de trouver des compromis. Et je suis d'accord avec toi, Nabila. Après, sur des projets comme cela, c'est aussi l'exemplarité, l'expérience, l'expérimentation. Et puis voilà, c'est aussi la base du volontariat. Donc, s'ils souhaitent fonctionner comme avant, ils pourront toujours. Ok, très bien. Mais j'en connais pas. Hein. J'en connais pas qui, maintenant que le projet est en place, n'en profitent pas. Sincèrement, je pense que c'est aussi vrai pour le télétravail que pour les horaires flexibles. Ah, alors, Nabila nous a... en cours de reconnexion. Alors, on enchaîne du coup avec une nouvelle question et là, de la part de Céline. Avec vos expériences respectives que vous avez eues donc, dans ces projets, quels ont été les éléments que vous aurez voulu peut-être mieux anticiper, qui vous ont surpris du coup dans ce changement d'organisation? J'en ai parlé tout à l'heure, mais voilà, je dirais les contraintes légales. C'est vrai que c'était assez important. Je pense que c'est important de bien sécuriser ça et de faire attention. Mais je pense que sur le télétravail, il y a les mêmes contraintes en termes de responsabilité de l'entreprise, sur le temps de travail effectif, sur les déplacements, sur tout ça. Quand mon salarié est à la maison à télétravailler, qu'est-ce qui se passe s'il a un accident du travail? Voilà. Donc ça, c'est des questions, je pense qu'il faut bien anticiper. En termes de responsabilité de l'employeur, il faut pas minimiser les risques, selon moi. Pour nous, on avait quand même pas mal anticipé, donc on s'est quand même donné le temps. Non, je peux peut-être vous faire des retours d'expérience de maintenant qu'on est à 100% télétravail. Alors on était un petit peu, il y a eu plein de questions du type mon panier repas du midi, mon ticket resto. Il y a eu des voilà, il y a des combats qu'il faut laisser tomber en fait. Hein, sur le panier repas du midi, effectivement, je vais faire mes courses, mes accidents du travail, etc. Mais encore que bon, ça s'anticipe. Le deuxième écran. Le deuxième écran, là, on le voit pour les activités de gestion notamment. Finalement, bah, au début, ils avaient demandé, on avait dit, bah, quand même, vous avez déjà un ordinateur, le casque, tout ça. Bah, le deuxième écran, il est utile, quand même assez utile pour travailler confortablement. Donc toute la question de l'installation des conditions de travail chez soi. Donc il y a peut-être un zoom là-dessus à avoir avec le recul Covid. Hein, encore une fois, où on est en situation, on se rend bien compte que l'équipement informatique. Alors nous, on a eu une chance, encore une fois, phénoménale. Enfin, en tout cas, on avait une complicité totale avec la DSI. Et ils avaient équipé tout le monde. On avait on avait mis des casques, on avait distribué des casques à tout le monde. Pendant les grèves, j'avais fait faire des sacs à dos aussi pour transporter les ordinateurs. Enfin, voilà, on avait quand même pas mal pensé à pas mal de choses. Maintenant, je pense que c'est toute la partie à la maison, être bien installé, les fauteuils. Enfin voilà, autant que faire se peut, peut-être travailler ce point-là. Bien travailler ce point-là et évidemment la formation management à distance, mais ça, voilà, c'est à travailler dès maintenant.
puisqu'en fait, comme disait Stéphanie, tout repose sur le lien avec le manager, avec le management. Hein, c'est ça la cheville ouvrière, on va dire, qui fait que tes travails fonctionnent bien aussi. C'est la capacité du manager à faire ses réunions, à les conserver, à réussir à animer à distance, à avoir une belle feuille de route, des objectifs clairs pour son équipe, voilà, tout ça. Bon bah, en fait, c'est beaucoup de choses qui font la réussite. Hein, c'est pas une seule chose. Il y a un bel écosystème à créer autour du télétravail. Donc voilà, qu'on n'aurait pas anticipé, c'est principalement ces choses-là. Ouais, on n'a pas eu de mauvaise surprise. Non, après, il y a cette mécanique de quand je demande dans le process, nous, peut-être là où j'ai trouvé que c'était un peu fastidieux, c'est ce process de demande du télétravail auprès du manager qui donne enfin voilà, il faut qu'il donne son avis justifié. C'est peut-être cette partie-là qui est plus complexe en fait dans le dispositif général. Hein, parce que nous, on a fait un système le collaborateur remplit un formulaire avec un espèce de projet télétravail pour justifier et expliquer à son manager comment il envisage de télétravailler. Et puis ensuite, le manager doit renvoyer son avis. Et on avait proposé de le faire par vague, parce que quand on a généralisé, on voulait pas retrouver tout le monde d'un coup en télétravail, et donc on a permis un peu de cascader comme ça. Donc peut-être c'est ce process-là qui est peut-être le plus fastidieux. Hein, c'est comment faire en sorte que le manager donne son accord et en même temps que le collaborateur soit bien en posture d'aller télétravailler et qu'il a bien intégré tout ça. Donc voilà, en fait, il y a avant, pendant, après le lancement du télétravail, tous ces moments sont importants. En fait. Okay. Sur la partie également technique et matériel informatique, là il y a une question de Florence qui demande est-ce que vous avez mis vous en place donc des primes ou des compensations pour les salariés par rapport à l'équipement nécessaire, l'accès Internet par exemple? Juste le deuxième écran pour nous. L'accès Internet, non, parce qu'au départ, on était parti sur le fait que bon, c'était quand même un mode d'organisation facilité. Et voilà. Effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus légal de prendre en charge justement l'abonnement Internet, etc. Donc, charge à l'organisation après de prendre en charge ce qu'elle souhaite, en fait, j'ai envie de dire. Donc, typiquement comme la France Mutualiste qui a pris en charge le deuxième écran. Mais légalement, on n'est pas contraint. Enfin, la France Mutualiste, vous avez vraiment fait une vraie démarche. Hein, on n'est pas contraint d'avoir un deuxième écran pendant le télétravail. Là, c'est une question d'engagement de l'organisation par rapport aux collaborateurs. Oui, après c'est une question peut-être de bien-être aussi au travail, comme Orange qui a durant la période du confinement a mis un système de click and collect pour aller récupérer les sièges du bureau. En fait. C'est-à-dire qu'après, oui, quand on est à 100% télétravail, ça change un peu la donne, quoi. C'est vrai que, et puis pour certaines activités, c'est vrai que nous, au siège, tous les collaborateurs étaient équipés de double écran. Et en fait, on avait généralisé l'environnement de travail, le poste de travail pour tout le monde pareil. Alors, on avait retiré les téléphones aussi pour mettre de la sophonie, donc on téléphone avec l'ordinateur. Donc ça aussi, on l'avait un petit peu imposé. Bon, finalement, on avait bien fait. On n'avait pas mis de téléphone portable, par exemple, pour éviter le système justement de rembourser, etc. Et c'est pour ça qu'on a mis la sophonie dans les ordinateurs. Pour éviter ça, voilà, ça peut permettre d'avoir une autre option. Mais oui, non, à part le deuxième écran. Très bien. Stéphanie, vous voulez intervenir ou on peut passer à la dernière question d'Olivier? Ouais, c'est tout bon pour moi. Ok. Merci. Très bien. Justement, Stéphanie, par rapport aussi à votre structure, vous avez expliqué que vous aviez eu différents corps de métier, du coup que le télétravail ne s'applique pas forcément à tous et certaines contraintes. Et justement, par rapport à ce type de pays, comment gérer les postes qui ne sont pas éligibles au télétravail? Donc la personne, Olivier, ont des personnes au sein de leur structure qui demandent des compensations financières. Cela génère des discriminations qui sont compliquées parfois à gérer. Comment vous, du coup, vous avez pu gérer cette problématique? Il faut trouver d'autres leviers effectivement de compensation. Alors, c'est pas forcément financier. Hein. Encore une fois, le rôle du manager est primordial. C'est-à-dire quelle réponse en fait le manager va apporter
à son équipe qui ne peut pas bénéficier au même titre que les autres du projet de flexibilité dans le travail. Donc là, c'est faire preuve de souplesse et de flexibilité peut-être sur d'autres aspects. Ça peut être aussi la flexibilité, je sais pas, je donne un exemple, mais sur les congés, sur le roulement à faire au niveau des équipes. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais effectivement, des compensations financières, ça me paraît un petit peu compliqué de le mettre en place. Parce que certains vont vous dire, en fait, à ce moment-là, moi, je bénéficie pas des horaires flexibles ou du télétravail et je vais prendre la prime, par exemple. Donc, voilà, en termes d'équité, ça me paraît un peu risqué et bancal comme système. Oui, après, nous sommes partis du point de départ qui est que le télétravail est un mode d'organisation flexible quand il est possible. Bien sûr. Quand on a dans le fond de notre travail, c'est d'être en relation avec les gens physiquement ou travail de poste, travail d'accueil de la clientèle, ça fait partie du travail. Donc, il n'y a pas de prime supplémentaire à avoir. Il se trouve que ce métier-là ne peut pas se faire en télétravail. Donc, le télétravail, c'est un mode d'organisation avant tout. Et il doit être pris comme tel. Après, je suis d'accord, pour rétablir un peu d'équité, effectivement, ça peut être sur faciliter des prises de congés ou des choses comme ça, ou des aménagements d'horaires, s'adapter voilà, à un rythme peut-être de vie. Mais bon, le télétravail, voilà, ça peut pas être pour tout le monde, même quand on essaye de le rendre disponible pour tout le monde. Sinon, après, ça digitalise une activité et là, ça devient compliqué pour la personne. C'est encore un autre sujet. Mais non, nous, on est parti du principe que on avait fait la cartographie des métiers qui pouvaient télétravailler et jusqu'où on pouvait le rendre télétravaillable pour les métiers d'astreinte. Et pour donner un ordre d'idée, en termes donc de collaborateurs au sein de vos structures, si vous pouvez me donner un pourcentage des personnes qui sont aujourd'hui en télétravail, c'est majoritairement ou non? Ah oui, nous on est à plus de 80, enfin ouais, je pense 90%. D'accord. Okay. Très bien. Et nous, on est à 100% des salariés qui bénéficient des horaires flexibles, même ceux qui ont des contraintes métiers, comme l'accueil, comme le service technique. Les managers se sont organisés pour qu'ils puissent tout de même en bénéficier sur des plages mobiles qui sont donc moins importantes que d'autres services, que la R&D par exemple, mais ils en bénéficient tout de même. Donc, c'est vraiment 100% des salariés sur site qui bénéficient de ce système-là, sauf bien sûr les itinérants, donc nos formateurs et nos commerciaux terrain, qui ne sont pas sur site, donc qui ne sont pas concernés par le projet horaire variable. Nous, on a les horaires variables justement pour ceux qui peuvent pas bénéficier forcément du télétravail. Encore que maintenant, c'est plus le cas puisqu'ils ont les deux. Et puis pour les itinérants qui sont nos commerciaux, en fait, ils sont nomades par essence en fait. Donc, ils font déjà un peu de télétravail, un peu de flexibilité, donc c'est déjà le cas. Les seuls non. Et après, du coup, oui, c'est la flexibilité, soit c'est le télétravail. En fait, le principal frein finalement et la meilleure réponse que les organisations donnaient aux salariés pour contrer cette envie de télétravailler, c'était la réponse du matériel, l'impossibilité de s'équiper et de travailler à distance. Aujourd'hui, on a bien vu que finalement, avec le confinement, toutes les entreprises, par miracle, ont réussi à faire des commandes de PC portables, ont réussi à s'équiper. Et donc, voilà, on peut plus dire aujourd'hui aux salariés qu'on peut pas les équiper et les rendre autonomes sur le poste de travail à l'heure où le digital, c'est 100% de nos organisations. Ouais. Donc, voilà. On a levé un faux frein, effectivement, avec cette période du confinement. Finalement, c'est un frein qui n'en était pas un, puisque aujourd'hui, on a accès à des PC portables. C'est pas, on en trouve aux quatre coins de la rue aujourd'hui. Donc, après, c'est pas toujours les organisations au sens le management. Parfois, c'est aussi les collaborateurs qui sont réticents.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, bien sûr. C'est aussi, enfin, ça va dans les deux sens en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que parfois il y avait des collaborateurs qui disaient non, ce sera pas possible, on pourra pas faire ci, on pourra pas faire ça. Et là, bon, pour le coup, ça a permis de le faire quand On même. aura prouvé le contraire. Complètement. Margot, du coup, une question pour toi sur la partie télétravail. Donc, les collaborateurs peuvent-ils télétravailler où ils veulent ou ont-ils l'obligation de télétravailler à une adresse fixe? Alors ça, effectivement, c'est une très bonne question. En fait, tout va dépendre de ce qui est inscrit dans la charte ou l'accord télétravail. Donc, si tu veux, Stéphane, et pour répondre à Sandrine Oui. qui nous pose cette question-là, voilà, s'il est inscrit en fait dans l'accord télétravail tel que c'est le cas, je crois, à la France Mutualiste, qu'on télétravaille de chez soi, et ben en fait, donner une adresse. Il faut donner une adresse et il va être du coup dans cet accord-là, le collaborateur ne pourra pas télétravailler d'un autre lieu. Donc, il y a souvent les entreprises qui autorisent justement cette première adresse qui est l'adresse où on habite et parfois une adresse secondaire, voilà, dans laquelle on pourrait aussi également télétravailler. Typiquement, on a rencontré aussi d'autres organisations qui ouvrent très largement, qui disent voilà, vous pouvez télétravailler d'où vous le souhaitez. Vous pouvez même aller jusqu'à aller dans un espace de coworking si vous voulez pas rester chez vous. Parce qu'on a certaines personnes qui ont des problématiques aussi de logement. Je voyais une question dans ce sens-là. Voilà, qui ont des problématiques de logement, qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas d'endroit où s'isoler. Donc, il y a parfois des entreprises aussi qui, en fait, remboursent les frais de coworking pour les collaborateurs, pour expérimenter d'autres choses, aller à la rencontre peut-être de coworkers, de nouvelles organisations, voilà. Et ça permet en fait d'ouvrir aussi le télétravail à d'autres champs des possibles, j'ai envie de dire. D'accord. Bon, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de ce webinaire. Merci en tout cas Margot, Nabila et Stéphanie pour votre participation. En conclusion, je pense qu'aujourd'hui on arrive au début d'un changement de transformation. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à penser pour que ces organisations puissent s'adapter aux contraintes donc de chaque organisation dans le but de toujours gagner en productivité et en performance. Le collectif, j'ai l'impression, effectivement, c'est la clé de voûte pour pouvoir engager ce changement de façon positive. Merci encore. À très bientôt et merci au public d'avoir suivi ce webinaire. Merci au revoir. à vous. Merci à Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée.